Bienvenue à cette première édition du colloquium virtuel de l'Institut de mathématiques de Lucieux. Nous avons le plaisir d'accueillir Damien Gaillet, de l'Institut Fourier de Grenoble, qui nous parle de percolation et ligne nodale. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. J'aurais préféré évidemment qu'on fasse ça en chair et en os, mais c'est un plaisir quand même de faire ce cybercolloquium. Alors, je vais parler de résultats qui datent légèrement de quelques années qu'on a réalisé avec Vincent Beffara et qui concernent un lien assez relativement nouveau entre la percolation et, si je veux être un peu provocateur, la géométrie algébrique réelle. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en ressort réellement. Alors pour commencer la conférence, l'exposé, commençons par ces trois images. Donc si on plisse les yeux, elles sont de nature relativement semblable. Hein. On voit. Non, tu peux rester sur la première. Tu peux rester sur la première. Je te dirai, c'est Gilles hein, qui agit sur les. Ah oui, d'accord. Bon, mais comme je connais mes slides, ah oui, peut-être je vais le mettre en petit. Et moi, j'aimerais bien me fermer la caméra. Bon, même en petit. D'accord. Pour tout le monde. Ok. Ah oui. Bon, là, c'est intervenu. Ouais, je te dirai explicitement le moment de passer, d'accord? Je te dirai le numéro. D'accord. D'accord. Donc voilà, donc je voulais discuter, on reste sur la première image là, je voulais parler des points communs et des choses et des différences entre ces trois images. Donc comme je disais, si on plisse un peu les yeux, on peut percevoir une sorte de point commun. Donc d'abord, on a un coloriage en noir et blanc du plan, en tout cas de ce grand carré. Les composantes, la partie qui est colorée en rouge est en fait une composante connexe de la partie blanche. On voit qu'elle s'étale plus ou moins largement avec des trous à l'intérieur. Et on remarque que la géométrie assez grossière de la présence de ces trous, de leur taille, le bord aussi de cette composante, a l'air, bon, au moins de façon très qualitative, semblable dans les trois images. Alors, si on précise un petit peu de quoi il s'agit, je vais commencer par l'image centrale, qui est la plus connue. Donc, tu peux passer à la diapositive numéro 2. Voilà, bon, c'est passé instantanément. Donc, il s'agit d'une instance de la percolation dite de Bernoulli par arête. Donc, de quoi il s'agit? On prend le réseau carré, on lui associe le graphe défini par des arêtes qui sont en fait les segments verticaux et horizontaux rejoignant les points intégraux. Et on ouvre ou on ferme ces arêtes avec une probabilité 1,5 pour toutes les arêtes et de façon indépendante. Alors, si tu passes au numéro 3, voilà, ça c'est un petit dessin qui est tiré de la référence pour la percolation qui est le livre de Grimet. Donc, on voit un circuit électrique avec une anode et une cathode qui sont formés par deux barres horizontales et verticales. Et puis, à l'intérieur, on a un matériau qui est plus ou moins conducteur avec des parties qui sont conductrices de façon aléatoire et dans cette modélisation qui correspondent à ce réseau entier. Et donc, si on passe à la diapositive 4, là, on voit qu'on a une composante connexe parmi les arêtes ouvertes qui va du haut de l'anode et la cathode, et donc le courant passe. Voilà, tu peux passer à la suivante. Alors, ça, c'était l'image de droite. Ici, en fait, on a un modèle modèle probabiliste qui n'a absolument rien à voir, qui est le modèle qu'on appelle les ondes planes. Donc, ici, c'est une fonction. Donc, la partie noire du plan correspond aux endroits où une certaine fonction aléatoire est positive et la partie blanche où elle est négative. Et encore une fois, la partie rouge, c'est une composante connexe de la partie négative du plan. Donc, par abus, je vais parler
de partie négative du plan quand je parlerai des points où la fonction est négative, et de la même sorte, de la même façon pour la partie positive. Voilà, donc, ouais, passe à la numéro 6, s'il te plaît. Donc, si vous connaissez les figures de Chladni, qui sont des figures de sable sur des plateaux qui sont oscillant de façon artificielle à grande fréquence, vous savez que ce sable, il se place suivant des endroits bien particuliers qui sont censés être associés aux fonctions propres du Laplacien pour un certain problème. Alors, c'est pas vraiment Dirichlet ici, mais en tout cas, c'est associé au Laplacien et à ses fonctions propres. Donc, l'endroit où le sable se dépose, c'est l'endroit où le plateau n'est en fait pas secoué et correspondrait au lieu d'annulation de ses fonctions propres. Et on voit que l'image ressemble pas mal à la modélisation numérique qu'on a vue après. Et si on passe à l'image suivante, là, ça va être bien net. Donc ici, on a affaire à la sphère ronde dans R3, et on regarde des fonctions propres du Laplacien qui sont, de façon très classique, en fait, des restrictions de polynômes harmoniques homogènes sur R3, sur cette sphère. Ici, vous voyez une harmonique sphère, donc c'est ce qu'on appelle les harmoniques sphériques. Ici, vous en voyez une de degré 80. Et encore une fois, en noir et en blanc, sur la sphère, on a tracé, on a colorié les endroits où la fonction, ou le polynôme était positif ou négatif. Voilà, donc je reviendrai de façon un peu plus précise sur ces modèles. Le troisième modèle, donc, qui correspond à l'image de gauche, c'est encore un modèle de fonction aléatoire qu'on appelle le champ de Bergman-Fock, qui, lui, est de nature beaucoup plus algébrique, comme on le verra. Donc, encore une fois, la partie noire, c'est l'endroit où la fonction est positive, et la partie blanche, c'est la partie négative. On a encore une composante connexe. Et si on passe à la diapositive d'après, on va voir que ce modèle provient, cette fois, non pas des polynômes harmoniques homogènes qu'on restreint à la sphère S2, mais de tous les polynômes homogènes d'un certain degré. Donc ça, c'est des images qui ont été réalisées par Vincent Beffara. Ici, vous avez de degré 50. La suivante, vous avez un degré 300. Donc vous voyez, évidemment, plus le polynôme a un degré élevé, plus on s'attend à ce que la forme géométrique de ces lieux d'annulation ou des endroits où la fonction est positive se complexifie. Donc là, on passe à 1000. Et après, le dernier, c'est un degré 20 000. Voilà, donc là, on commence à voir que si on prend un petit carré à l'intérieur de la sphère, un petit carré topologique, ça ressemble beaucoup au modèle planaire qu'on vient de voir, qui est celui de Bergman-Fock. Bon, comme on aime tous les images, j'ai volé encore une autre image à mon étudiant Alejandro Rivera. Donc là, il a noyé la partie négative par une petite mer. Et donc, le problème, de façon générale, le problème de la percolation, c'est est-ce qu'on peut voyager loin dans un cadre relativement donné en restant sur la mer ou en restant sur les terres. Donc, voici la question générale. On prend une fonction planaire de R2 dans la paire plus et moins, qui est aléatoire. On va supposer ici, parce que bon, c'est un cadre vraiment naturel, que la fonction est une mesure invariante par les translations. Et puis on verra que essentiellement pour nous, pour les fonctions en tout cas, la mesure sera aussi invariante par rotation, mais pour l'instant on n'en est pas là. Et la question, la première question, c'est si vous prenez, la première question naturelle, vous prenez un grand rectangle, quelle est la probabilité que, une fois que vous avez colorié de façon aléatoire votre plan, avec moins qui est blanc et plus qui est noir, quelle est la probabilité qu'il y ait un chemin continu dans le noir ou une traversée continue positive de gauche à droite du rectangle et qui reste à l'intérieur du rectangle. Donc la question c'est, on se doute bien qu'il y a une probabilité, il y a bien des fonctions qui vont réaliser ça, mais la question c'est, est-ce que la probabilité, donc par perturbation, il y aura une probabilité strictement positive, mais la question c'est, est-ce que cette probabilité strictement positive reste uniformément minorée par une constante strictement positive. Donc, c'est l'objet de cette question, la lim sup de proba d'un croisement horizontal. Alors, la question
est mal posée comme ça, parce que imaginons qu'on prenne des rectangles de plus en plus grands, mais qui sont de plus en plus fins comme celui-là. On imagine bien que dans des cas raisonnables, la probabilité de traverser de gauche à droite va être réalisée de plus en plus facilement, parce qu'on a de plus en plus d'endroits pour le faire, relativement à la taille du rectangle. Un autre exemple qui ne va pas être trop facile, il va être cette fois trop difficile, c'est un rectangle qui est de plus en plus fin horizontalement. Pour une raison duale, on a l'impression que si jamais ce rectangle s'agrandit, certes, mais devient de plus en plus fin, la probabilité va tendre vers 0. Donc l'hypothèse naturelle pour une bonne question, pour un bon équilibre pour cette question, c'est de se fixer un rectangle et puis de garder sa figure, de garder son module, de garder sa forme, et de regarder donc des multiples homothétiques NR avec N, un entier par exemple, de plus en plus grand. Donc la question est maintenant, est-ce que si on calcule... Non, tu peux rester à celui d'avant. Si on calcule la probabilité de traverser positivement ce rectangle, est-ce que cette probabilité, on peut montrer qu'elle est uniformément minorée, quelle que soit la taille de ce rectangle? Alors, en ce qui concerne, donc voilà, une petite, pour donner une idée de la difficulté, on pourrait se dire, bon ben, comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours une probabilité strictement positive pour traverser un rectangle. Par exemple, pour Bernoulli, il suffit d'ouvrir toutes les arêtes sur une ligne horizontale. Donc, quelle est la probabilité d'avoir ça? Ouais, tu cliques, passe au 19. La probabilité, elle est d'avoir une traversée positive, c'est supérieur à la probabilité d'avoir cette traversée horizontale. Comme chaque arête est ouverte avec proba 1,5 et de façon indépendante, cette probabilité est supérieure à 1 sur 2 puissance n. Mais on voit que dans ce cas, cette probabilité tend vers 0. Ça, c'est... Juste un petit truc, en fait, tu peux taper dans le chat pour passer, je le ferai, je passerai là. Ah oui, mais alors dans ce cas, je dois perdre le... Le problème, c'est quand je suis pas en grand écran, j'ai ma tête en son et c'est difficile. On peut continuer comme ça, ça me dérange pas. Ok, donc là, on voit que cette minoration tout à fait naïve, mais bon, instructive, tend vers 0. Donc ça, c'est la slide suivante. On peut faire mieux, c'est-à-dire que cette ligne horizontale, là, on peut la faire à tous les étages. Donc les étages, on en a lambda n. Donc on a une probabilité qui, cette fois, est supérieure à lambda n sur 2 puissance n. Mais ça tend encore vers 0. Et si on continue à se dire, oui, mais on a essayé de faire juste des lignes droites et on peut faire des zigzags, etc. On se lance dans la combinatoire et assez rapidement, ça tombe sur une impasse parce que ça ne marche pas comme ça. Alors, de la même façon pour les fonctions, on peut se dire, imaginons que dans nos fonctions aléatoires, on a la fonction y et on prend le rectangle qui est centré qui est symétrique par rapport à l'axe y est égal à 0. Donc là, on voit bien que pour la fonction y, on a une traversée positive du rectangle de gauche à droite. On peut se dire, une fonction aléatoire générale, elle va s'écrire comme une constante fois cette fonction y plus une perturbation qu'on appelle g aléatoire. Donc on peut se dire, et c'est naturel, si jamais la constante pour la bonne fonction qui nous permet de traverser est supérieure ou égale à 1, et si la perturbation est petite sur toute la longueur de l'axe horizontal, alors la fonction aléatoire générale va traverser encore tout le rectangle. Mais je voudrais donner une estimation grossière de cette probabilité, comme tout à l'heure pour Bernoulli. Donc, et pour ça, on va supposer que le résultat de la fonction en un point est indépendant ou quasiment indépendant du résultat de la valeur de la fonction en un autre point si les deux points sont à distance 1, pour mimer un petit peu Bernoulli, au moins dans la forme. Alors, la probabilité que G, donc je vous rappelle que c'est la perturbation de la bonne fonction y qui permet de traverser, la probabilité que G soit petite sur tout le segment 0n, elle va être plus petite que la probabilité que G soit petite sur des petits segments dans ce segment qui sont de taille 1, mais comme ces petits segments, on les a séparés d'une distance 1, tous ces résultats, tous ces événements d'être petits sur ces petits intervalles sont indépendants,
et donc cette probabilité est en fait le produit des probabilités que G soit petite sur ces petits intervalles. Comme la fonction, on l'a supposée indépendante, la mesure de la fonction est indépendante par translation, vous voyez qu'en fait, on a le nombre de petits intervalles qui est n sur 2, qui se met en puissance de la probabilité que G soit petite sur un petit intervalle. Et encore une fois, on a une décroissance exponentielle en n de la probabilité de traversée si on essaie d'utiliser cette minoration là. Alors, donc, il y a quelque chose qui va beaucoup nous aider, c'est la topologie, une topologie relativement simple. Par exemple, ce phénomène-là, si vous prenez un rectangle, voilà, reste avant. Si vous prenez un rectangle, si jamais soit vous avez une traversée horizontale positive, donc je rappelle, hein, c'est un chemin continu dans l'ensemble des points où la fonction est strictement positive. Soit vous avez donc un tel chemin. Si vous n'en avez pas, la seule façon de faire, c'est d'avoir un chemin négatif de haut en bas qui lui coupe le chemin. Donc la probabilité, ces deux événements sont en fait complémentaires. Donc la probabilité d'avoir l'un plus la probabilité d'avoir l'autre est égale à 1. Maintenant, si le rectangle est un carré, là ça devient vraiment intéressant, puisque dans ce cas-là, si jamais on suppose que la mesure de la fonction est aussi invariante par changement de signe, ce qui est assez naturel pour des fonctions, et aussi symétrique entre les coordonnées x1 et x2, bah dans ce cas-là, on voit que les deux probabilités sont en fait égales, et donc la probabilité de traverser horizontalement un carré, tu peux aller encore au suivant, est égale à 1,5. Donc ça, c'est vraiment un bon début, et qui dit que vous avez déjà un type de rectangle, qui est certes très particulier, mais pour lequel, quelle que soit la taille du rectangle, vous avez une traversée horizontale qui arrive avec une probabilité uniformément minorée, et encore une fois, quelle que soit la taille du carré. Maintenant, si on essaye d'appliquer ces arguments à un rectangle, on perd la symétrie entre x1 et x2, et rien ne va. Même si on prend un rectangle qui est d'une forme très proche d'un carré, dès que la taille du rectangle devient très grande, tous ces arguments tombent à l'eau, et donc il faut faire autre chose. Alors, ce type de question s'est apparu dans les années 70, peut-être avant. Je crois qu'historiquement... Non, tu peux revenir avant. On va rester sur Russo-Samovelch. Je crois que cette question-là, des probabilités de croisement, est arrivée au milieu du 19e, mais personne ne s'en est vraiment occupé. C'est arrivé plutôt du côté des... j'allais dire les physiciens théoriciens, mais aussi des combinatoriciens, etc. Bon, bref, dans les années 70, comme vous le voyez, indépendamment par l'italien Russo et les américains Seymour et Vetch, ont démontré que c'était effectivement le phénomène du carré, même si la probabilité n'est pas 1,5, elle est uniformément minorée pour n'importe quel rectangle. Donc, soit R, un rectangle dans R2, alors si on regarde la probabilité d'avoir une traversée positive de toutes les copies homothétiques de R, cette probabilité est uniformément minorée par une constante strictement positive. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc maintenant, je viens à la question pour les fonctions aléatoires. Là, c'était pour le résultat, c'était pour Bernoulli par arête sur le réseau carré. Donc la question relativement générale, c'est si on a une fonction aléatoire qu'on va supposer presque sûrement lisse, au moins continue, de mesure invariante par les translations, par le signe et par échange des coordonnées. Tout ça, c'est pour avoir au moins les traversées des carrés, avec proba 1,5. Est-ce qu'on a un phénomène de Russo-Seymour-Welch qui est que la probabilité de traverser des grands rectangles de forme constante est uniformément minorée? Voilà, c'est la question. Alors, je commence par un exemple complètement stupide, mais voilà, les exemples toujours stupides, c'est toujours intéressant. Vous prenez la fonction qui est toujours constante, fonction aléatoire, avec proba 1,5, elle vaut 1, et avec proba 1,5, elle vaut moins 1. Donc, une fois sur deux, notre rectangle est rempli et positif. Donc, évidemment, ici, la probabilité que f soit strictement positif
il y a une composante connexe de la partie positive du plan qui traverse notre rectangle, c'est 1,5, et donc c'est uniformément minoré. Mais évidemment, c'est un exemple beaucoup trop simple pour nous intéresser vraiment. Donc je vais parler de deux modèles essentiellement universels dans le sens où ils ont une origine géométrique assez profonde. Le premier modèle, c'est les ondes planes, donc on a entrevu tout à l'heure. Et puis le deuxième, c'est le modèle de Bachmann-Fock, qui va avoir une origine algébrique, et le premier, une origine riemannienne. Alors, les ondes planes, ce sont ces fonctions-là. Bon, c'est un petit peu barbare, bon, c'est pas extrêmement joli, c'est écrit en fonction polaire, en coordonnées polaires, pardon. C'est une somme donc on prend un coefficient aléatoire, on va les prendre tous indépendants. Ils vont tous suivre une mesure gaussienne standard, centrée réduite. Et puis, on multiplie, vous voyez, par une fonction de Bessel, toutes les fonctions de Bessel, les millièmes fonctions de Bessel, fois une phase qui est une phase naturelle, z à la puissance m. Il s'avère que donc le lieu d'annulation, ça s'appelle donc les ondes planes. Le lieu d'annulation, ça ressemble à ce qu'il y a à droite. Alors, encore une fois, la partie positive et négative. Le lieu d'annulation, c'est l'intersection, le bord de ces composantes. Il s'avère que ces fonctions intéressent énormément les physiciens pour la raison simple qu'elles vérifient l'équation de Helmholtz qui interviennent très souvent. Mais comme on l'a vu, elles interviennent aussi en tant que limite d'harmonique sphérique. Si on regarde sur la sphère, là, ces colorations en plus et en moins par des fonctions propres du Laplacien, on voit que ça ressemble quand même pas mal à l'image de droite. Et il s'avère que si vous prenez un point au milieu de la sphère, vous prenez un petit carré, et puis vous faites augmenter le nombre vous faites tendre la valeur propre ou le degré vers l'infini, vous allez converger vers le modèle à droite. Donc c'est un modèle limite pour les harmoniques sphériques, mais en fait c'est très universel. Si vous prenez une variété compacte riemannienne et vous regardez les fonctions propres du Laplacien, il y a une façon de les prendre au hasard bon, en général, vous ne pouvez pas les prendre au hasard à valeur propre donnée puisque c'est non dégénéré, mais si vous prenez une palette, si vous prenez une bande de valeurs propres, vous allez avoir ce genre de choses qui va apparaître. Donc c'est très universel et c'est lié à la géométrie riemannienne. L'autre modèle concurrent, donc toutes ces questions de percolation pour ce genre de fonctions-là, c'est apparu, je dirais, assez sérieusement par une conjecture de physiciens, que sont les physiciens théoriciens d'Orsay, qui sont Bogomolny et Schmidt, qui il y a quelques années, 13 ans, on dit que le modèle des ondes planes devrait satisfaire la propriété de Russo-Semmelweis. Bon, ils ne l'ont pas exactement dit comme ça, mais ça impliquait ça. Voilà. Passons au modèle suivant, qui est le modèle de Bachmann-Fock, pour lequel on peut dire actuellement quelque chose, qui est ce modèle. Alors, vous voyez que c'est une série entière avec des monômes qui sont relativement simples, mais qui sont rescalés par cette racine pas très élégante, la i factorielle j factorielle. Tous les coefficients a et j sont pris indépendants, suivent la même loi gaussienne. Et puis, vous avez cette exponentielle qui n'est pas importante, puisqu'on regarde le signe de la fonction, qui va être importante plus tard. Il s'avère que, comme les ondes planes étaient des limites de modèles riemanniens, ce modèle de Bachmann-Fock est en fait vraiment naturellement le modèle limite pour les polynômes, pour la mesure de Fubini-Studi complexe, qu'on appelle aussi mesure de Koslan. Donc c'est universel du point de vue. Par ailleurs, si vous prenez une variété algébrique complexe, ou leur partie réelle surtout, si vous prenez pour les gens qui aiment les fibres en droite complexes, etc., c'est aussi le cas, c'est-à-dire vous avez des modèles aléatoires sur cette situation géométrique générale qui, après rescaling, converge vers ce modèle de Bachmann-Fock. Alors, voilà, donc j'en dis un peu plus sur les origines algébriques, parce que moi, je viens de là, essentiellement. Quelle est cette mesure sur les polynômes qu'on peut prendre? Donc, on peut prendre Voilà, on peut décomposer toujours un polynôme homogène de degré d suivant ses monômes. Et si on les rescale
par cette racine carrée bizarre, là, I0 factoriel, I1 factoriel, I2 factoriel, eh bien, ces monômes renormalisés sont en fait, forment une base orthonormée pour le produit scalaire. Alors, il faut se méfier, c'est pas sur la sphère S2, mais sur plutôt CP2. Donc, il faut intégrer sur toute la partie complexe. C'est pour ça que ça s'appelle Fubini-Study complexe. Si jamais vous intégrez sur SN ou S2, ces monômes ne sont pas orthogonaux. Donc, si vous n'aimez pas les coefficients gaussiens, vous pouvez aussi regarder la sphère unité réelle dans l'espace des polynômes de degré D pour ce produit scalaire-là. Et vous prenez la mesure uniforme sur cette sphère, et donc ça revient à prendre un polynôme au hasard sur cette sphère pour ce produit scalaire-là. Encore une fois, ce produit scalaire se généralise de façon pour des modèles keylériens généraux. Alors, je vous ai dit que le modèle de Bargmann-Fock, il se déduisait du modèle de ces polynômes de grand degré après rescaling. Ben, faisons le calcul. Si vous prenez un polynôme et vous regardez sa valeur à l'échelle 1 sur racine de d, ce qui revient à regarder P de 1, x sur racine de d, et si vous redivisez par 1 sur d, ce polynôme-là converge vers cette fonction de Bargmann-Fock, où il manque l'exponentielle, mais comme je disais, ce n'était pas grave. Alors, des petits dessins pour le reposer. Ça, c'est encore Vincent qui les a fait. Là, on fait ce rescaling dans une carte. Donc, vous voyez que là, l'infini est important, puisqu'en fait, on est... Ça, il faut voir que c'est la sphère S2, mais envoyée sur R2. Donc, c'est pour ça que l'infini, c'est le pôle sud. Là, on augmente le degré. Et puis, à la limite, on imagine que ça fait... on imagine assez bien qu'on arrive à quelque chose comme ça. Voilà. Alors, pour résumer ces histoires d'échelle, pour un polynôme de degré D, on vient de voir que l'échelle naturelle, c'est 1 sur racine de D. Et donc, une échelle grande pour ce modèle aléatoire, c'est 1. Par contre, pour le modèle limite Bargmann-Fock, on a rééchelonné à chaque fois. Et donc, à la limite, il n'y a plus de degrés. Donc, l'échelle naturelle, c'est 1. Et donc, une grande échelle, ça va être une grande échelle. Donc, la percolation, ça étudie le comportement du lieu de la partie positive de la fonction aux grandes échelles. Voilà, oui, alors, voilà, je voulais donner un exemple de résultat que j'avais trouvé avec mon ancien collaborateur Jean-Yves Velchinger, il y a quelques années aussi, qui montre que pour les polynômes de degré D, l'échelle naturelle, c'est 1 sur racine de D. Donc, le théorème disait, si vous prenez n'importe quelle hypersurface lisse et compacte dans Rn, bon, par exemple dans R2, là, vous prenez à gauche 3 cercles qui sont imbriqués comme ça, alors, avec une probabilité uniforme, si vous regardez sur S2 la trace, le lieu d'annulation de votre polynôme de degré D, et vous fixez un point sur S2, et vous regardez les boules de taille 1 sur racine de D autour de ce point X, c'est le petit cercle en violet là, qui est dans la figure de droite, alors avec probabilité uniforme, vous allez retrouver le lieu d'annulation de votre polynôme va contenir votre hypersurface à gauche de façon topologique dans cette petite boule. Donc le motto pour cette échelle-là, c'est n'importe quelle hypersurface affine apparaît à l'échelle naturelle qui est 1 sur racine de D. Maintenant, je vais passer, je rappelle que l'échelle naturelle pour Bargmann-Fock, c'est 1. Et voici un théorème qui est important dans le domaine, qui est dû à Nazarov et Sedin, pareil, d'il y a quelques années, qui dit, par exemple, que si vous regardez dans un disque de taille R, le nombre de composantes connexes de la partie positive du plan dans ce disque, alors ça croît comme la surface de ce disque, ce qui a l'air de dire qu'il y a une densité uniforme de composantes connexes de taille environ 1. Et donc, encore une fois, l'échelle qui nous intéresse maintenant, ce n'est pas cette échelle-là, c'est des grandes échelles. Donc, le théorème qu'on a démontré avec Vincent en 2016 est le suivant. Pour le modèle de Bargmann-Fock, eh bien, ce modèle satisfait la condition de Russo-Seymour-Welch. Donc, je vous la rappelle. Pour tout rectangle dans R2, si vous regardez la probabilité que il y a une composante connexe de la partie positive du plan pour cette fonction aléatoire traverse une grande copie homothétique de ce rectangle,
alors cette probabilité est uniformément minorée en la taille du rectangle. Comme corollaire, on a une estimation, je crois que j'avais mis ça dans mon résumé, une estimation de ce qu'on appelle la probabilité du 1 bras, c'est-à-dire vous vous mettez dans un anneau, et puis l'anneau, le cercle intérieur, bon c'est un carré ici, mais c'est un cercle, bon c'est pareil, est de taille 1, et le cercle ou le carré extérieur est de taille n. Et vous regardez la probabilité qui est une composante connexe de la partie positive qui passe du petit cercle au grand cercle. Eh bien, pour Bargmann-Fock, mais c'était bien connu pour Bernoulli, la probabilité d'avoir ça décroît polynomialement avec la taille du cercle extérieur. Alors, en général, quand je montre ça, les gens tiquent un peu parce qu'on a l'impression que je contredis Rousseau-Semmelweis. Attention, donc il ne faut pas confondre avec des copies homothétiques d'anneaux. Si je regarde maintenant le 1 bras pour un anneau de cette forme-là, où le cercle intérieur n'est pas 1, mais croît avec n, avec la taille avec le cercle extérieur, de façon proportionnelle, cette fois, il y a une probabilité qui est uniformément minorée, donc ça ne décroît pas du tout. La différence, c'est que vous devez partir, votre croisement, votre traversée, elle doit partir d'un cercle de taille 1, alors qu'ici, elle a le droit de partir d'un cercle de taille n, ce qui est beaucoup plus grand, donc il y a beaucoup plus de place pour passer. Voilà, c'était une petite remarque. De cette décroissance polynomiale du 1 bras, on en déduit un résultat qui était en fait déjà connu, qui était dû à Alexander, qui dit que presque sûrement, il n'y a pas de composante infinie de la partie positive de la fonction. Alors attention, il y a des composantes connexes de plus en plus grandes dans des rectangles de plus en plus grands, mais presque sûrement, il n'y en a pas des infinis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et un an après notre résultat, donc Alejandro Rivera et Hugo Vanneville ont démontré un résultat frappant, qui est très semblable aussi à ce qui se passe en percolation Bernoulli. C'est qu'au lieu de regarder la partie positive du plan, vous regardez une partie qui est un peu plus grande, c'est-à-dire vous regardez f strictement plus grand que moins une constante, aussi petite que vous voulez, mais fixe, qui est strictement positive. Donc vous regardez un peu plus. Alors immédiatement, presque sûrement, vous avez une composante infinie pour ce problème-là. Donc ça, en termes de physique statistique, on dit que le niveau 0 est critique. De même que si vous regardez la Bernoulli, la percolation de Bernoulli par arête pour le réseau carré, et au lieu de prendre 1,5 pour l'ouverture, vous prenez une ouverture qui est plus facile, c'est-à-dire avec proba 1,5 plus epsilon, vous ouvrez votre arête, donc il y a un petit peu plus de probabilité que ça s'ouvre. Alors immédiatement, vous avez aussi une proba 1, qu'il y ait une composante infinie. Un autre... Peut-être il y a des questions là, c'est vrai que S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Un autre résultat, à la suite de notre résultat avec Vincent, tout à fait intéressant, qui était en fait la question que je m'étais posée à l'origine, qui est liée aux polynômes, c'est que vous avez un phénomène de Rousseau-Semmelweis pour les polynômes, c'est-à-dire vous revenez à S2, et puis vous regardez les polynômes de degrés de plus en plus grands. Vous vous souvenez que l'échelle naturelle, c'est 1 sur racine de D, et une grande échelle ici, c'est une échelle 1. Donc là, vous avez à gauche et à droite, vous avez le même rectangle topologique noir. Bon, il est un peu plus petit à droite, mais c'est un effet... Non, c'est la réalité. Mais c'est le même rectangle, on aurait dit. Et donc, vous regardez des polynômes de... Là, vous avez un polynôme de, je ne sais plus ce que c'était, 300 à gauche et 20 000 à droite. Et vous regardez... Non, Gilles, tu peux revenir avant ? Je continue à commenter le... Donc, vous regardez la probabilité qu'il y ait une composante de la partie positive qui passe de gauche à droite sur cette sphère dans ce rectangle topologique. Et donc, de façon assez naturelle et semblable à notre résultat, ils ont démontré que la probabilité de traversée est uniformément minorée quand le degré augmente. Voilà. Ouais, tu peux passer au suivant. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut résoudre le problème pour Bargmann-Fock et pas les ondes planes? Parce que, bon,
Bargmann-Fock, ça vient du monde algébrique. Les ondes planes, ça va du côté riemannien. On l'a vu, ça intéresse les physiciens beaucoup. La conjecture vient de là. Alors, on va voir des raisons assez naturelles. Et pour ça, je reviens un petit peu de façon générale. Donc, on va prendre une fonction aléatoire de R dedans R. Donc, on va supposer que c'est un champ gaussien. Donc, il y a une définition formelle, je ne vais pas la donner complètement. Mais en particulier, le résultat en un point de la fonction suit une loi standard, donc centrée réduite. Je prends un cas qui est invariant par translation. On va supposer que presque sûrement la fonction est lisse. Et puis, il y a quelque chose qui caractérise en fait les champs gaussiens, c'est ce qu'on appelle la fonction de corrélation. Vous prenez 2 points, x et y dans le plan, et vous regardez E de xy, c'est la moyenne du résultat du produit de la valeur de la fonction aléatoire en un point x, au point x, et fois celui en y. Ici, on va supposer que ce résultat ne dépend que de la distance des 2 points. D'accord. Et pour vous donner une idée de l'intérêt de cette fonction de corrélation, je vais vous montrer un petit calcul dans la chose suivante. C'est que ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette fonction, ce n'est pas tellement sa valeur exacte. Qu'est-ce que c'est, par exemple, la probabilité que la fonction soit positive en un point, sachant qu'on est déjà positif en un autre point? Eh bien, le résultat, c'est un petit résultat, dit que c'est 1,5, c'est-à-dire la proba que f soit positive, plus un terme perturbateur qui dépend de la fonction de corrélation E, et qui est arcsinus E de xy. Donc ça implique 2 choses. Si jamais E est tout petit, c'est-à-dire la corrélation est très petite entre les 2 points, vous voyez que sachant le signe en Y n'influence que très peu le fait que l'événement que F soit positive en X. D'accord ? Une autre chose, c'est que comme arcsinus est du signe de son terme, eh bien, si E est strictement positive, donc si la fonction de corrélation est positive, alors le signe de la fonction en un point est positivement corrélé avec le signe de la fonction en un autre point. Donc si on est déjà positif quelque part, ça a tendance à faire monter la fonction partout, évidemment de façon probabiliste. Donc j'en reviens maintenant à la fonction de Bargmann-Fock, qui était celle-là. Il y a juste l'exponentielle qui est passée à droite. Si on calcule la fonction de corrélation, c'est pour ça qu'on a la fonction exponentielle, on a une magnifique fonction, on ne peut pas faire mieux, qui est la gaussienne en la distance des points. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? C'est que, bon déjà c'est joli, et puis en plus elle a 2 vertus qui sont partagées avec la percolation de Bernoulli. Premièrement, c'est positif. Alors, pour Bernoulli, donc on a vu que ça disait que les signes de la fonction étaient positivement corrélés. Pour Bernoulli, c'est évident parce que c'est carrément indépendant. Donc, sachant le signe quelque part, ça ne dit rien sur les autres signes. Et puis, il y a une décroissance rapide qui est gaussienne, enfin mieux que gaussienne, qui est gaussienne, qui est exponentielle, mieux que exponentielle, et qui indique que ce qui se passe en une zone de l'espace du plan n'a que peu d'influence sur ce qui va se passer loin. Alors ça, c'est cette dernière phrase. Ah oui, pardon, je vais revenir. Pour les zones planes, donc je reviens à cette fonction-là, pour les zones planes, si on calcule la fonction de corrélation, celle-là, maintenant, elle est aussi assez élégante. C'est simplement la fonction de Bessel, la 0e fonction de Bessel de la distance. Mais cette fois, c'est pas très bon, parce que d'une part, elle change de signe. Donc ça veut dire que si vous savez que vous êtes positif en un point, ça veut dire que ça a tendance à pousser vers le négatif en d'autres points. Donc, si on veut des probabilités, si on veut des croisements positifs partout, qui traversent des rectangles, c'est pas bon signe. Ça va créer des zones négatives. Et puis, ça décroît lentement. En fait, c'est en 1 sur racine de la distance entre les 2 points. Donc, ça veut dire que ça décorrèle beaucoup moins que Bargmann-Fock. Donc, ça, c'est les 2 raisons pour lesquelles ça marche pas. Mais cela dit, avoir une décorrélation forte, c'est pas suffisant pour un phénomène assez inquiétant quand on avait commencé ça au début. C'est la chose suivante. On veut savoir, quand on parle de décorrélation ici, maintenant, on va beaucoup parler de décorrélation, d'événements, de croisements dans un rectangle. Dans 2 rectangles différents qui sont relativement loin. Alors, imaginons qu'on sache
qu'on connaisse le signe de la fonction, ce qui n'est pas du tout sa valeur, hein. On connaisse uniquement le signe de la fonction dans le rectangle de gauche, et imaginons que la fonction s'annule sur ce rectangle de gauche. Connaître le signe de la fonction va détecter en fait, du coup on connaîtra le bord de cette partie positive, et donc on détectera le lieu d'annulation de la fonction dans ce rectangle. Mais dans les deux cas, on a des fonctions qui sont analytiques réelles, et donc ça produit de l'information aussi loin qu'on veut si les composantes connexes du lieu d'annulation vont loin, et en particulier, ça peut très bien passer par l'autre rectangle qui nous intéresse, et donc connaître le signe à gauche, ça dit beaucoup trop, et donc ça casse complètement l'indépendance dont on avait l'impression qu'elle allait résoudre tous nos problèmes, et donc nous mettre proche de Bernoulli. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? La solution qu'on a trouvée avec Vincent, c'est ce que j'appelle ici le floutage par discrétisation. On va réduire l'information, en fait. Donc, on prend comme réseau le réseau triangulaire, donc on l'appelle T. Ces sommets, on va les appeler V. Et puis maintenant, on regarde le signe de F, non pas sur tout le plan, parce qu'on a vu que ça donnait trop d'informations, mais uniquement sur ce réseau. Et puis, on regarde la percolation par site. Et la percolation par site, c'est l'arête est positive si et seulement si ses extrémités sont positives, pour la fonction, évidemment. Alors, on aimerait bien remplacer la percolation continue pour la fonction, le signe de la fonction, par cette discrétisation qui consomme beaucoup moins d'informations et qui risque d'être moins dépendante. Alors, on voit bien, regardez ce rectangle-là, et puis j'ai dessiné deux avancées à gauche et à droite avec un signe plus à l'intérieur, et à l'extérieur, il y a un signe moins. C'est-à-dire que la fonction est négative dans cette zone intermédiaire et positive sur les deux îles, là. Qu'est-ce qui se passe quand on discrétise? Donc là, j'ai dessiné un petit morceau du réseau triangulaire avec cette échelle-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, premièrement, on voit qu'il n'y a pas de traversée positive pour la fonction. Mais par contre, on voit qu'il y a une traversée positive pour la discrétisation. En effet, l'arête, qui est en fait le pont entre les deux avancées, là, positives, eh bien, si on regarde ses extrémités, elles sont les deux positives, donc l'arête devient positive. Et donc, si on continue à gauche et à droite le réseau, ça va créer une traversée. Donc, on voit que si jamais le réseau est trop grossier, alors on ne peut pas faire confiance à la discrétisation. Donc, il suffit de raffiner. Par exemple, dans le deuxième dessin, vous voyez qu'on a multiplié par 2, par 3, par 4, pardon, je vais y arriver. On a multiplié par 4 les triangles, et en particulier, on a rajouté un point sur le pont, un point intermédiaire, qui cette fois est devenu négatif. Ce qui a pour effet, avec notre percolation par site, de briser le chemin dans le graphe qui allait de gauche à droite. Donc cette fois, on a bien, ce qui est complètement naturel, si la discrétisation est très fine, eh bien, on peut faire confiance à la discrétisation. Le problème, c'est que si on discrétise beaucoup, on commence à avoir beaucoup d'informations sur le signe de F, et la dépendance revient. Donc ici, j'ai dessiné, on veut démontrer qu'il y a une indépendance pour les croisements entre deux copies homothétiques de deux rectangles qui s'éloignent de plus en plus, comme ça. Et donc, on a discrétisé par un réseau T. Donc, la question est la suivante. Si on veut une probabilité proche de 1 d'avoir une bonne discrétisation à une échelle n, quelle maille faut-il prendre pour le réseau T en fonction de n? Et la deuxième question, c'est ce raffinement fait exploser l'information dans le rectangle NR. On a de plus en plus, si on raffine trop, on a de plus en plus d'informations. Est-ce que ça commence à donner trop d'informations sur l'autre rectangle? Voilà, donc c'est les deux questions auxquelles on a été confrontés avec Vincent. Donc pour la première question, on a résolu ça comme ça. C'est si vous prenez une boîte de taille n, et si vous discrétisez avec une échelle 1 sur n puissance 9, donc vous avez une maille de plus en plus serrée quand la boîte est de plus en plus grande, alors avec une proba quasiment 1,
qu'on peut contrôler précisément, vous avez une équivalence des traversées continues, c'est-à-dire pour le signe de la fonction, avec les traversées discrètes pour la percolation par site associée à ce réseau. Alors, j'ai peut-être on va laisser tomber les idées de démonstration. Là, tu peux passer. Ah si, juste. Oui, attends, avant de. Juste, ça utilise essentiellement. Bon, il y a de la géométrie derrière, mais relativement simple. Et ça utilise un théorème de Marek-Katz de 1943 qui regarde le nombre moyen de zéro d'une fonction aléatoire sur un intervalle réel qui va être notre arête. Donc, c'est juste pour dire que ces idées, l'outil qu'il y a derrière, qui s'appelle la formule de Katz-Rice, remonte à 1943. Le deuxième problème, vous vous souvenez, c'est on avait de plus en plus de points dans les rectangles. Et est-ce que ça ne menaçait pas l'indépendance entre les informations de croisement, de traversée dans le premier rectangle et le deuxième? Donc ça, on peut le mesurer de façon assez concrète. On appelle dépendance de R et R' où on a deux rectangles disjoints. Et on regarde la chose suivante. On regarde la proba d'une traversée du positif du premier rectangle. Et c'est A. On regarde l'événement d'avoir une première traversée et une deuxième traversée dans l'autre rectangle, et on soustrait à la situation lorsque ces deux événements sont indépendants, c'est-à-dire le produit des deux probas, et on prend le max pour toutes les traversées possibles. Donc ce qu'on a démontré, c'est que c'est borné par quelque chose de très naturel, tu peux passer aussi au suivant, là, qui est une lutte entre l'information et l'oubli. Le terme de gauche, on voit que c'est l'information, c'est le nombre de sommets dans R et R', puisque là, on connaît le signe de la fonction. Et puis l'oubli, c'est la décorrélation, c'est-à-dire le max de la fonction de corrélation pour deux points qui sont dans un point dans le rectangle R et un autre point dans l'autre rectangle. Et on voit que quand on applique ça à notre discrétisation pour Bargmann-Fock, le nombre de points, vous vous souvenez qu'il fallait diviser le réseau par n puissance 9. Donc, il y a un nombre polynomial de points dans les rectangles NR et NR'. Donc, c'est n puissance 32 dans ce cas-là, ça fait. Et puis, il faut multiplier ça par quelque chose qui est l'oubli, la décorrélation, qui est exponentielle, puisqu'on a Bargmann-Fock. Et vous voyez que ça tend vers 0. Donc, on a gagné la lutte. Juste un petit commentaire, c'est qu'on avait fait une démonstration relativement compliquée de ce théorème. On s'étonnait un peu que ça n'existe pas en statistique, et en fait, ça existait bien, donc on nous l'a signalé plus tard. Hein. C'était dû à un soviétique, comme souvent, qui est Vladimir Peterbarg, et qui a un résultat de 1982. Et le résultat est meilleur que le nôtre, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Voilà. Alors, une autre vertu donc, qui était liée... Vous vous souvenez que la fonction de corrélation à deux points de Bargmann-Fock, elle avait deux vertus, qui étaient la première, la forte décorrélation, et puis la deuxième, c'était d'être positif. À quoi ça sert? Eh bien, pour Bernoulli, Bernoulli a une propriété vraiment importante qui s'appelle la propriété de FKG, donc qui est due à deux Hollandais, Fortuyn et Kastelein, et indépendant par Ginibre, qui est aussi, je crois qu'il était aussi au laboratoire d'Orsay de physique théorique, mais je ne suis pas complètement sûr. Donc, cette inégalité dit que les probabilités de traversée positive des rectangles sont positivement corrélées. Donc, par exemple, sur le dessin, si vous voulez calculer la probabilité d'avoir ces deux croisements verticaux, enfin, le croisement horizontal et le croisement vertical, alors la probabilité d'avoir les deux à la fois est plus grande que la probabilité d'avoir chacun des deux. Ça, c'est très pratique parce que maintenant, si on se pose une question, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir cette traversée positive dans ce L inversé, eh bien, elle est plus grande que d'avoir une traversée horizontale et une traversée verticale à la fois. Grâce à FKG, c'est plus grand que le produit de ces deux traversées, mais qui sont les mêmes en fait, puisqu'on a une symétrie par rotation de pi sur 2, d'inversion des coordonnées. Et donc, si jamais on sait qu'on a un Russo-Seymour-Welch, c'est-à-dire une probabilité de traverser des rectangles qui sont uniformément minorés, eh bien, on va avoir, pour ces formes L, pour des copies homothétiques de ces formes L, on aura aussi une minoration uniforme. Et en particulier, donc maintenant, ça permet de déduire quelque chose d'assez important, qui est que si on regarde
donc je reviens à ces anneaux, c'est le contraire, enfin, comment dire, c'était ce qu'il ne fallait pas confondre avec le premier anneau, c'est un anneau homothétique, donc c'est l'anneau 1-2 qu'on a homothétisé, si je peux me permettre cet horrible néologisme. Donc c'est l'anneau 1 entre le cercle de taille n et celui de taille 2n. Vous voyez qu'on distingue 4, on peut dire que c'est la réunion de 4 rectangles, et l'événement d'avoir un circuit qui fait le tour, comme ça, est plus grand que l'événement d'avoir deux circuits deux traversés horizontaux, des rectangles horizontaux, et deux verticales, et donc la probabilité d'avoir ce circuit est plus grande que la probabilité d'avoir une traversée positive du rectangle à la puissance 4. Voilà, donc... et si jamais vous avez une faible dépendance, comme dans Bernoulli ou comme dans Bargmann-Fock, eh bien, ça implique ce résultat-là que j'avançais, qui était que la probabilité d'avoir un bras entre 1 et n, cette fois, décroît polynomialement. Alors, comme la démonstration n'est pas compliquée et puis elle est relativement visuelle, je vous la fais. Si jamais, donc là, on regarde la probabilité d'avoir un bras négatif entre petit l, qui est en fait 1, désolé, mais j'ai mes dessins avec petit l, mais c'est 1, entre 1 et n. Si jamais vous avez un tel bras négatif, ça veut dire que si vous regardez tous des anneaux qui sont de type 2 puissance k plus 1 dans ce grand anneau, à chaque fois, vous n'allez pas avoir deux circuits positifs qui entourent cet anneau. D'accord ? Mais comme ces anneaux sont... Donc si on en prend 1 sur 2 parmi les échelles, ces anneaux sont essentiellement indépendants les uns des autres, au sens de la probabilité d'avoir un circuit à l'intérieur. Et donc, la probabilité d'avoir aucun anneau noir qui empêche cette traversée rouge est en fait une constante fois le nombre d'échelles qui est en log de n sur L, là, comme vous voyez. Et donc, vous obtenez cette décroissance polynomiale. Et comme on a la symétrie entre plus et moins, on a bien la décroissance du 1 bras pour le plus. Alors, on revient aux fonctions gaussiennes. Il s'avère qu'il y a un théorème tout à fait sympathique dû à Loren Pitt de 1982 qui dit que vous avez FKG pour le signe de ces fonctions si et seulement si la fonction de corrélation est positive. Donc, encore une fois, vous voyez que toutes les manipulations qu'on vient de faire, elles sont faisables avec Bargmann-Fock, mais pas avec les ondes planes. Je suis allé plus vite que je ne pensais, mais c'est pas grave. Donc, maintenant que j'ai présenté tous ces résultats, on applique un théorème qui était très récent à l'époque où on a réfléchi à la question, qui est dû à Vincent Tassion, qui est un élève par ailleurs de Vincent, de Farah, et qui dit la chose suivante. Si vous avez une famille de modèles de coloriage en noir et blanc du plan, qui satisfait toutes les conditions qui sont sympathiques, qui sont proches de Bernoulli. La première condition, c'est FKG, donc qui est le fait que les corrélations sont, les croisements, les traversées de rectangles sont positivement corrélées. Deuxièmement, vous avez une traversée uniforme des carrés, ça on l'a pour tout le monde, on l'a vu dès le début. Et puis vous avez une uniforme quasi-indépendance. Là je dis uniforme parce qu'on a une famille. Et donc, la quasi-indépendance, c'est exactement le fait que cette dépendance entre deux rectangles de plus en plus grands, mais qui s'éloignent de plus en plus, tende vers 0. Bon, à vrai dire, il faut que ce soit un peu quantitatif. Alors, la famille satisfait Russos et Morvelch de façon uniforme, ce qui veut dire que les probabilités de traversée des rectangles sont uniformément minorées, non seulement la taille du rectangle, mais aussi en les modèles qui appartiennent à la famille. Comment est-ce qu'on applique ça à nous ? Donc, c'est la fin de la démonstration. Pour Bargmann-Fock, je vous rappelle qu'à une certaine échelle n, qui est de plus en plus grande, on est obligé de discrétiser en 1 sur n puissance 9. Ça nous donne un modèle discret, pour lequel, avec une très grande proba, on a des traversées positives si et seulement si c'est le cas pour le continu. On applique le théorème, donc on a FKG pour la discrétisation, on a l'uniforme traversé vers carré, et on vient de calculer qu'on avait la quasi-indépendance uniforme
pour n. Et donc, on applique, et ça, on peut le faire de façon uniforme, et donc on applique le théorème précédent à toutes les échelles, ce qui nous donne le résultat que j'ai avancé. Voilà, et puis une dernière petite image qui est un peu de la triche, c'est-à-dire, j'ai pas trouvé la source de cette image, puisque Chladni est censé avoir regardé des vibrations. Lui, il s'intéressait à ces vibrations pour les instruments de musique, en particulier pour les violons. Donc j'ai trouvé cette image, je pense, j'ai vu qu'il faisait des expériences avec des plateaux qui sont en forme de violon, donc c'est un peu de la triche, et c'est sans doute une image tirée de ça, au mieux. Voilà, j'ai fini, je vous remercie. Merci Damien. Est-ce qu'il y a des questions pour les participants? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a un micro et des haut-parleurs ouverts. Ah oui, on peut applaudir. On peut ouvrir tous les micros et faire tout ça. Ah, mais c'est bien, ça a fait son effet. Est-ce que quelqu'un a des questions alors, ou une question? Alors moi j'en ai peut-être une en attendant que d'autres viennent. Dans le problème, des un bras, on a une idée sur le coefficient polynomial, donc c'est la décroissance polynomiale. Est-ce qu'on a une idée de quoi dépend le alpha, si on peut le calculer? Alors, excellente question. Donc, donc on sait le calculer dans le cas de Bernoulli par site pour le réseau triangulaire à cause du théorème de Smirnov, donc qui calcule exactement les probas de croisement là. Et ce coefficient, je crois que c'est de 5 sur 48. Mais par exemple, on ne sait pas le calculer. Il y a des bornes, hein, mais on ne sait pas le calculer pour le réseau carré, par exemple. Et pour nous, on ne sait pas non plus le calculer. Le seul exemple vraiment où il y a un nombre, c'est effectivement le réseau triangulaire. Oui, par contre, c'est relativement facile de démontrer qu'il est strictement plus petit que 1. Comment ça? Alors, voilà, j'ai plus la démonstration en tête, j'ai plus la démonstration en tête, mais ça se fait relativement facilement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui. Oui. Voilà, en fait, là, j'aurais une question. Salut Radar. Salut. ça en fait, là, j'aurais une question peut-être un peu ésotérique. Oui. C'est en fait donc il y a cette phrase là qu'on entend souvent en fait là par les physiciens qui consiste à dire que la physique statistique en fait la critique dedans il doit y avoir des courbes spéciales, des SLE, donc des trucs, ça en fait la rigolo, que la comporising et voilà. Et donc là tu en fait disais que quelque part la valeur 0 là pour Bargmann-Fock pour les lignes nodales est quelque part critique, mais donc ça et souvent l'analyse était plutôt à une échelle ça en fait la microscopique. Donc macroscopiquement, est-ce qu'on a envie de dire qu'elles vont converger vers quelque chose, elles vont donner quelque chose de rigolo? Oui, tout à fait. Donc la conjecture, c'est que les bords des grandes composantes, là, des composantes de plus en plus grandes, devraient converger vers SLE6. Donc on n'a pas vraiment, donc pour le modèle de Bargmann-Fock. Donc en fait, c'était la conjecture de. Enfin, c'était la deuxième conjecture de Bogomolny et Schmidt pour le cas des ondes planaires. Mais il y a beaucoup plus de raisons de le penser pour Bargmann-Fock, qui ressemble beaucoup plus à Bernoulli que les ondes planaires. Comme vous l'avez vu, la décroissance de corrélation est beaucoup plus forte que pour les ondes planaires. Et puis, on a ce FKG. Donc, la conjecture, c'est effectivement, si on regarde des composantes macroscopiques, le bord devrait ressembler à SLE6. Donc, en particulier, si on regarde ces probabilités de traversée de rectangles de plus en plus grands, ça devrait converger vers la formule de Cardy, donc qui est une formule explicite qui calcule ces probabilités de croisement. Mais tout cela est conjectural. Merci. De rien. D'autres questions?
Ouais. Moi, j'ai une question. Désolé, je peux pas activer la webcam sur cet ordi-là, mais merci pour l'exposé déjà. Mais et sinon, c'était pour savoir, est-ce que il y a des modèles intéressants de fonctions aléatoires comme ça qui seraient définies par exemple sur le plan hyperbolique, parce que comme la percolation, c'est intéressant aussi sur des géométries non euclidiennes et tout, c'était pour savoir si côté fonction aléatoire, il y avait des choses qui étaient naturelles ou côté géométrie algébrique ou je ne sais quoi, vu que j'y connais rien. Merci. Oui, il y a aussi des modèles qui ressemblent. Il y a les ondes planes en fait. Si on regarde le Laplacien, donc les ondes planes, c'est les solutions de l'équation de Helmholtz essentiellement, donc delta F égale F. Et donc on peut prendre une géométrie hyperbolique, donc par exemple le disque hyperbolique, et puis regarder exactement la même fonction. L'espace est très riche, c'est de dimension infinie. Et effectivement, c'est une bonne question, puisqu'on peut utiliser encore des symétries. On peut utiliser les symétries du disque hyperbolique. Donc la réponse est oui. Il y a Alors je crois donc il y a eu des résultats pour des réseaux. Donc il y a des résultats de Schramm, Benjamin Schramm sur des réseaux dans ces disques hyperboliques. Et la réponse est plus simple, enfin du genre presque sûrement. Il y a des composantes infinies. Enfin, ça a l'air d'être plus simple. Je n'ai pas le souvenir exact des résultats, mais les résultats ont l'air relativement plus. Il y a l'air d'avoir moins de criticité que dans l'euclidien. J'ai raté une partie de l'explication. Tu as expliqué pourquoi il y avait moins de criticité en hyperbolique. Non, ça je sais pas. C'est juste que c'est dans le cas discret, donc pour la percolation Bernoulli, dans le cas hyperbolique. J'ai oublié les résultats, mais le résultat est plus simple. Donc, dans le cas discret, c'est qu'il y a deux points critiques en fait. Et il y a PC, il y a PU, et cette fois on n'a plus PC égale 1,5, mais on a PC plus PU égale 1. Et en dessous de PC, il n'y a pas de composante infinie. Au-delà de PU, il y en a une unique. Et entre les deux, il y en a une infinité. Mais du coup, je me demandais. Effectivement, la situation côté discrète, elle est connue. Mais du coup, je me demandais s'il y avait éventuellement des choses à faire côté fonction aléatoire. Bref. Donc, comme je te disais, il me semble que pour l'équation de Helmholtz, tu peux la faire exactement, tu peux la faire aussi sur le disque hyperbolique, et donc poser les mêmes questions, mais il n'y a pas de résultats qui sont connus. Merci beaucoup. De rien. D'autres questions? Ah oui. C'est une question très, très vague et générale, mais tout au début de ton exposé, tu as montré des images montrant des lignes nodales dans différents contextes. Et donc, sur la sphère, il y avait des lignes nodales de fonctions propres du Laplacien, donc des polynômes homogènes harmoniques, et aussi des lignes nodales des polynômes homogènes sans restriction d'harmonique, et ça se ressemblait beaucoup. Et il y a Pas vraiment, en fait. Si tu te souviens, il y a beaucoup plus de règles. Pardon? Oui, quand le degré tendait vers l'infini, moi j'avais l'impression de voir la même chose, mais. Non, par exemple, tu sais, pour les fonctions propres du Laplacien, la taille des composantes connexes du lieu d'annulation ne peuvent pas être trop petites, par exemple. Donc, à degré donné, elles ne peuvent pas être plus petites que 1 sur le degré ou quelque chose comme ça. Alors que dans le cas où on prend tous les polynômes, là, on peut avoir des composantes aussi petites qu'on veut. C'est une des sources des problèmes, d'ailleurs, quand on veut calculer le nombre de composantes connexes. Au niveau de la forme, quand on regarde les fonctions propres du Laplacien ou les ondes planaires, on a vraiment l'impression que c'est plus régulier. Enfin, moi, c'est mon impression. Si tu regardes la première image de mes slides, il y a celle de gauche et celle de droite. Celle de gauche qui est Bargmann-Fock, donc qui est la limite des polynômes. Donc les polynômes ressemblent vraiment à ça.
c'est quand même beaucoup plus torturé que celle de droite pour les ondes planaires. Mais bon, après, c'est subjectif. Ok, merci. Pas d'autres questions? You are now unmuted. Bon, ben, on va remercier Damien une dernière fois. Ah, une question? Oui. Ok. Ok, allons-y. Bonjour. Ah, là, je connais. C'est quoi? C'est peut-être moi qui vais faire tout cracher avant. Alors, Moi, ça certains va d'entre vous vont. Salut, Laurent. Bon, il est timide. Votre caméra, ouais, sur 21 personnes. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendrez bien? En revanche, En sur un revanche, autre- il y a quelqu'un qui a découvert que des haut-parleurs. Oui, c'est pas très grave. Donc oui, ça tient parfaitement, c'est fluide. Je pense qu'on peut monter sur la machine des baristes à 30 ou 40. Bon, là, on peut pas faire de l'intercolation, on n'a pas assez de rectangles. Ah non, mais il y a toujours environ la. Enfin, même ma connexion, la supporte toutes vos caméras, donc c'est bien. Moi, ça va, merci pour le test. Ok, ben merci à tous. Bon, bah, merci à tout le monde.